Les astronautes d'Apollo nous ont menti. Pas au sujet de la science, pas au sujet de la Lune. Ils nous ont menti à propos de ce qui s'y trouvait réellement. Pendant des décennies, les hommes qui ont orbité et marché sur la surface lunaire sont rentrés chez eux et ont décrit, dans un langage soigné et mesuré de pilotes militaires, un monde gris et mort. Une pièce de musée, géologiquement simple, parfaitement comprise. Les données les confortaient. Des milliers de photographies, des analyses spectrales, des relevés topographiques, tout convergeait vers la même conclusion. La Lune est un endroit calme et prévisible où il ne s'est rien passé depuis 3 milliards d'années, et où il ne se passera plus rien avant 3 milliards d'autres. Ils ne mentaient pas intentionnellement. Ils répétaient ce que leurs instruments leur disaient, ce que la culture du programme attendait d'eux, et ce que 50 ans d'orbiteurs robotisés semblaient confirmer. Mais le 6 avril 2026, 4 astronautes se sont approchés à moins de 4000 milles de la surface à bord du vaisseau spatial Orion, et ont immédiatement commencé à voir des choses qui ne correspondaient pas. Des couleurs qui n'auraient pas dû être là, une topographie que les photographies avaient complètement failli à transmettre, des éclairs de lumière sur la surface obscure qui ont fait hurler les scientifiques de Houston, et un motif lumineux tourbillonnant visible depuis la Terre avec une lunette d'astronome amateur qui, après 4 siècles d'observation, n'a toujours pas d'explication confirmée. L'équipage d'Artemis II n'a pas simplement survolé la Lune. Ils l'ont surprise en flagrant délit d'une tromperie que toutes les missions précédentes avaient manqué. Ruud Wiesmann, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen ont passé 7 heures à orbiter autour de la Lune, à bord du vaisseau spatial Orion nommé Integrity par l'équipage. Ils transportaient une flotte de caméras Nikon, une paire de lunettes d'éclipse et environ 2 ans de formation géologique dispensée par David Kring, un planétologue qui avait passé des décennies à étudier la surface lunaire à partir de photographies. Kring les avait entraînés à repérer des caractéristiques spécifiques, des dégradés de couleurs spécifiques, des indices structurels spécifiques que les caméras en orbite peuvent capturer, mais ne peuvent interpréter comme un œil humain entraîné. La distinction est plus importante qu'on ne le pense. Une caméra enregistre la lumière. Un cerveau relié à une paire d'yeux remarque quand quelque chose ne va pas. L'équipage travaillait par équipe. Parce que l'espace fenêtré dans la capsule Orion est limité, seuls 2 astronautes pouvaient observer à la fois. Ils se relaillaient donc par paires, chaque équipe passant entre 55 et 85 minutes aux hublots, avant de céder la place à l'autre paire qui faisait de l'exercice ou travaillait sur d'autres tâches. Ils utilisaient des capuchons d'objectifs, essentiellement des rideaux noirs avec des trous découpés pour l'objectif, pour empêcher la lumière de la cabine de se refléter sur les vitres et de contaminer leurs photographies. C'était un travail méticuleux et peu glamour, le genre de choses qui ne fait pas les manchettes, mais qui détermine si la science est exploitable. L'une des premières cibles de leur liste d'observation était le bassin oriental. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est parce qu'il se situe exactement à la limite entre la face visible et la face cachée de la Lune, dans une position où il est presque impossible à voir clairement. Depuis la Terre, les astronautes d'Apollo avaient aperçu sa bordure extérieure, des fragments d'une structure annulaire trop vaste pour être saisis dans leur trajectoire de vol. Aucun humain n'avait jamais vu l'ensemble. Oriental fait près de 600 km de diamètre. Il s'est formé il y a 3,85 milliards d'années, quand quelque chose d'énorme, probablement un astéroïde de plusieurs dizaines de kilomètres de large, s'est écrasé sur la surface lunaire avec assez d'énergie pour liquéfier la roche sur des centaines de kilomètres de profondeur. L'impact a percé la croûte et créé un bassin multi-annulaire si géométriquement précis que les scientifiques l'ont surnommé le Grand Canyon de la Lune. Depuis l'orbite, les anneaux montagneux concentriques ressemblent à une cible pressée dans la pierre. Wiesmann a décrit l'anneau le plus intérieur, la structure annulaire qui définit le centre du bassin, comme ressemblant à une paire de lèvres ou à un baiser sur la face cachée de la Lune. Puis il s'est arrêté et s'est corrigé. C'était bien plus circulaire qu'il ne s'en souvenait des images d'entraînement. La section nord était plus large et plus sombre. La section sud était plus claire. Les proportions, la symétrie, l'échelle même, rien de tout cela ne se traduisait correctement des photographies plates en une réalité tridimensionnelle vue à travers un hublot à 4000 milles de distance. Ce fut un problème récurrent tout au long du survol. Hanson, l'astronaute canadien, l'a formulé le plus directement après la mission. Ce qui l'avait le plus choqué, c'était la tridimensionnalité de la Lune. Sur papier, sur écran,
Dans chaque simulation à laquelle ils avaient participé, la surface ressemblait à ce qu'elle est techniquement, une sphère couverte de cratères. En personne, depuis le point de vue d'un vaisseau spatial se déplaçant dans l'espace lunaire, les changements d'altitude frappaient différemment. Kring, écoutant depuis la salle d'évaluation scientifique du centre spatial Johnson à Houston, essayait depuis des années de communiquer exactement ce point. Les différences d'altitude près du pôle sud de la Lune sont supérieures à la hauteur du mont Everest sur Terre. Les images plates sur des écrans plats ne peuvent pas transmettre cela. Il pouvait entendre Victor Glover comprendre enfin. Glover, de son côté, ne pouvait s'empêcher de parler du Terminateur. Pas le film. Le Terminateur est la ligne qui divise la moitié illuminée de la Lune de la moitié dans l'ombre, la limite entre le jour et la nuit lunaire. Le long de cette ligne, la lumière du soleil frappe la surface à un angle si bas que chaque bosse, chaque crête, chaque bord de cratère projette une ombre 10 ou 20 fois plus haute que sa propre taille. Glover l'a qualifié de chose la plus accidentée qu'il ait vue d'un point de vue éclairage. Il a décrit des îles de lumière entourées de vallées qui ressemblaient à des trous noirs, des poches de terrain si profondément dans l'ombre qu'elles semblaient absentes de la surface. Kelsey Young, responsable scientifique lunaire de la mission, lui a dit après coup que ses observations, la façon dont il décrivait l'interaction de la lumière, de la profondeur et de la structure, étaient exactement le genre de choses que les yeux humains apportent et qu'aucune caméra ne peut reproduire seule. La raison en réside dans le fonctionnement de l'observation entraînée. Une caméra capture la lumière réfléchie à des longueurs d'onde fixes. Elle enregistre la luminosité et la couleur dans les limites de son capteur. Un cerveau humain relié à des yeux qui ont passé des mois à apprendre à quoi ressemblent des minéraux spécifiques, sous des conditions d'éclairage spécifiques, fait quelque chose de fondamentalement différent. Il compare. Il remarque quand une nuance de brun glisse légèrement vers le bleu sur une section de paroi de cratère. Il note que le sol d'un bassin est d'une teinte différente de celle du bord. Il attrape des dégradés subtils qu'un capteur numérique enregistre comme du bruit. Young a expliqué la différence avec une analogie de bac à sable. Dirigez une lampe de poche directement sur un bac à sable, et vous verrez la couleur du sable. Déplacez la lampe sur le côté et vous perdez complètement la couleur. Mais maintenant, vous pouvez voir chaque ride et crête de la surface. L'équipage d'Artemis II a pu observer les deux effets en séquence, alors que le vaisseau spatial suivait sa trajectoire de survol, voyant le même terrain sous des angles d'éclairage changeants, capturant des détails de couleurs et des détails topographiques qui n'avaient jamais été observés ensemble par des yeux humains. Les couleurs qu'ils ont signalées n'étaient pas ce que quiconque attendait. L'équipage a décrit des nuances de brun et de vert sur la face visible de la Lune, des variations de couleurs distinctes à travers les parois des cratères et les plaines de lave. Ces variations correspondent à la composition minérale. Les dépôts de fer et de titane dans le sol lunaire produisent des changements subtils de réflectivité qui semblent presque identiques sur les photographies orbitales, mais se séparent en teintes distinctes quand on les observe directement. Les astronautes faisaient en effet de la cartographie géologique à 4000 milles de distance, repérant des limites minérales que les orbiteurs avaient évoquées, mais jamais confirmées avec cette granularité. Puis il y avait Rainer Gamma. Rainer Gamma est l'une des caractéristiques les plus étranges sur n'importe quel corps du système solaire, et il était sur la liste d'observation de l'équipage précisément parce que personne ne comprend ce que c'est. Il se situe dans l'Osanus Procellarum sur la face visible. Un motif lumineux tourbillonnant, s'étendant sur environ 60 km d'une plaine de basalte, autrement sombre. Observé pour la première fois à travers des télescopes primitifs dans les années 1600, il a été initialement mal identifié comme un cratère. Des observations détaillées depuis l'orbite ont finalement prouvé qu'il ne projette aucune ombre. Il n'a pas de topographie du tout. Il est complètement plat. Le motif tourbillonnant est purement une caractéristique d'albédo, une différence dans la quantité de lumière que la surface réfléchit, peinte sur un terrain qui est autrement physiquement identique à ses environs. Ce qui rend Rainer Gamma véritablement étrange, c'est ce qui se trouve en dessous. Le tourbillon est colocalisé avec une anomalie magnétique, une poche de roche magnétisée dans la croûte lunaire qui génère un champ magnétique localisé assez fort pour former une magnétosphère miniature s'étendant sur 360 km à la surface. La Lune n'a pas de champ magnétique global. Elle l'a perdu il y a des milliards d'années quand son cœur s'est refroidi. Mais dispersés à travers la croûte, il existe ces vestiges, des champs magnétiques fossiles enfermés dans la roche qui s'est solidifiée quand la Lune avait encore un dynamo fonctionnel. Le champ poche de Rainer Gamma est assez fort pour dévier les particules du vent solaire entrant,
Et la théorie principale est que cette déviation est exactement ce qui a créé le tourbillon, le vent solaire, ce flux constant de particules chargées venant du Soleil, assombrit lentement le sol lunaire exposé sur des centaines de millions d'années à travers un processus appelé altération spatiale. Là où le champ magnétique protège la surface, le sol reste brillant. Là où le champ a des lacunes ou des cuspides, les particules du vent solaire se concentrent et assombrissent le sol encore plus vite que la normale. Le résultat est un motif de bande claire et sombre qui trace la forme du champ magnétique lui-même, comme une trace de bronzage sur une peau partiellement couverte par un morceau de tissu de forme étrange. Sauf que cela ne fonctionne pas complètement. L'anomalie magnétique ne s'aligne pas soigneusement avec les structures géologiques environnantes, contrairement à des caractéristiques similaires sur d'autres parties de la Lune, qui se situent exactement à l'opposé du globe des bassins d'impact majeurs. Rainer Gamma n'a pas d'origine d'impact correspondante. Une hypothèse suggère qu'une comète a frappé la surface, et l'a d'une façon ou d'une autre magnétisée pendant la collision. Une autre suggère un disque elliptique uniformément magnétisé enfoui sous la surface, probablement résultant d'un impact extrêmement oblique qui a effleuré la Lune à faible angle. Une troisième théorie propose que de fines particules de poussière soulevées par des impacts de micrométéorites ont été triées par le champ magnétique local dans le motif tourbillonnant brillant. Aucune de ces hypothèses n'a été confirmée. Une future mission appelée Lunar Vertex, dirigée par le laboratoire de physique appliquée Johns Hopkins, prévoit d'atterrir directement sur Rainer Gamma et de faire rouler un rover à travers pour mesurer le champ magnétique et les propriétés du sol au niveau du sol. Jusqu'à ce que cette mission vole, Rainer Gamma reste l'une des questions véritablement ouvertes de la Lune. L'équipage d'Artemis II l'a observé dans le cadre de leur survol de la face visible, notant sa luminosité contre le marais environnant. Leurs photographies et observations de couleurs seront comparées aux données orbitales, pour voir si la détection par œil humain révèle des dégradés ou des limites que les instruments ont manquées. C'est un point de données dans une investigation beaucoup plus vaste, mais c'est la première fois que des observateurs humains entraînés regardent Rainer Gamma depuis l'espace lunaire depuis plus d'un demi-siècle, et la première fois que quiconque le regarde avec l'intention spécifique de cartographier les variations de couleur et d'albédo à cette résolution. À mi-parcours du survol, la Lune est passée entre le vaisseau spatial et le Soleil. Du point de vue de l'équipage, le Soleil a glissé derrière le disque lunaire et a disparu. La couronne, l'atmosphère la plus externe du Soleil, a fleuri autour du bord de la Lune en un anneau de lumière blanche spectrale. Depuis la Terre, une éclipse solaire totale dure quelques minutes au maximum, parce que la Lune et le Soleil apparaissent presque exactement de la même taille dans le ciel. À 4000 milles derrière la Lune, la géométrie est complètement différente. La Lune était assez proche et assez grande pour bloquer le Soleil pendant près de 54 minutes, presque 1 heure de totalité. Aucun être humain n'avait jamais été témoin d'une éclipse solaire depuis ce point de vue. L'équipage a mis des lunettes d'éclipse pendant les phases partielles, devenant ainsi les premières personnes à utiliser des lunettes d'éclipse à la Lune. Une fois la totalité commencée, ils ont retiré les lunettes et regardé directement la scène. Wiseman l'a qualifiée d'expérience absolument spectaculaire, magnifique. Les photographies qu'ils ont prises pendant la totalité montrent le disque lunaire sombre entouré d'un halo lumineux. La communauté scientifique de la NASA étudie encore ce halo. L'hypothèse initiale était qu'il s'agissait de la couronne solaire, mais une analyse préliminaire suggère qu'il peut inclure des contributions de la lumière zodiacale. La faible lueur causée par la diffusion de la lumière solaire sur les particules de poussière interplanétaires répandues le long du plan du système solaire. Distinguer les deux, à partir de ces images, pourrait fournir des données sur la distribution de la poussière dans le système solaire interne. Une mesure extrêmement difficile à faire depuis la surface de la Terre. Les étoiles sont apparues. Vénus, Mars, Saturne, Mercure, toutes visibles à côté de la couronne, qui est normalement éblouie par la luminosité du Soleil, mais qui était maintenant la seule source de lumière directe. Le clair de terre illuminait la face visible de la surface lunaire d'une lueur réfléchie pâle. La lumière du Soleil rebondissant sur notre planète et atterrissant doucement sur la Lune. Glover a comparé les jets de plasma solaire rayonnant de la couronne au projecteur au sommet de l'hôtel Luxor à Las Vegas, puis l'a immédiatement retiré. Cela ressemble à ce que cela veut devenir quand ça grandira. Et puis dans l'obscurité, la Lune a commencé à clignoter. 6 fois pendant l'éclipse, l'équipage a vu de brefs points de lumière blanche à blanc bleuté apparaître sur la surface lunaire obscurcie. Chaque éclair a duré moins d'1 milliseconde.
Wiseman a dit qu'ils étaient aussi rapides qu'un obturateur d'appareil photo s'ouvrant et se fermant. Les éclairs étaient des impacts de météoroïdes, de petites roches plus grandes que de la poussière mais plus petites qu'un rocher, s'écrasant sur la surface à des dizaines de milliers de milles à l'heure et se vaporisant au contact. Sur Terre, des objets de cette taille brûlent dans l'atmosphère bien avant d'atteindre le sol. Sur la Lune, il n'y a rien pour les ralentir. Chaque particule qui approche la surface arrive à pleine vitesse et laisse une cicatrice permanente. Dans la salle d'évaluation scientifique du Centre spatial Johnson, la réaction a été immédiate. Kelsey Young a rapporté des cris audibles de délices des scientifiques surveillant les observations de l'équipage. Ils ne s'attendaient pas à ce que les astronautes voient autant d'impact. L'équipage avait été entraîné à les chercher, informé de ce qu'ils pourraient voir, mais l'attente était de peut-être 1 ou 2 éclairs s'ils avaient de la chance. 6. C'était extraordinaire. Jenny Gibbons, astronaute de réserve de la mission, a dit aux journalistes que les éclairs d'impact sont quelque chose que nous n'avons pas souvent observé et que 4 ou 5 observations étaient exceptionnelles pour une seule fenêtre d'observation. Les implications sont pratiques, pas seulement scientifiques. Si la NASA envisage de construire une base permanente sur la surface lunaire, ce qui est l'objectif déclaré du programme Artemis, alors la fréquence et la distribution des tailles des météoroïdes entrants comptent énormément. Sur Terre, l'atmosphère fournit un bouclier qui désintègre les petits impacteurs avant qu'ils ne deviennent une menace. La Lune n'a pas ce bouclier. Une roche de la taille d'une bille voyageant à 40 000 milliopars transporte assez d'énergie cinétique pour perforer une paroi d'habitat. Peter Schultz, professeur de sciences géologiques à l'université Brown, a déclaré après la mission que les observations d'Artemis II montrent que le flux quotidien de météores devrait être surveillé de plus près avant qu'une base lunaire soit établie. Comprendre le taux d'impact, la gamme de taille des objets et la distribution géographique des frappes n'est pas de la science abstraite. Ce sont des données d'ingénierie pour garder les gens en vie. Les équipes au sol de la NASA travaillent maintenant à corréler les observations visuelles de l'équipage avec les données du Lunar Reconnaissance Orbiter qui orbitait autour de la Lune en même temps. Avant le lancement, la NASA avait également invité des citoyens scientifiques du monde entier à surveiller la Lune avec des télescopes de jardin et à enregistrer tout éclair d'impact qu'ils repéreraient spécifiquement pour que ces observations terrestres puissent être comparées à ce que l'équipage a vu de l'autre côté. Le recoupement de ces ensembles de données, yeux humains à 4000 milles, caméras robotisées à 100 km et télescopes amateurs à 240 000 milles, produira l'image la plus complète de l'activité d'impact lunaire jamais assemblée à partir d'une seule fenêtre d'observation. L'équipage a également photographié la région du pôle Sud en détail. Cela compte parce que le pôle Sud est là où la NASA veut faire atterrir des astronautes lors de futures missions Artemis. La zone est criblée de cratères en nombre permanente où l'on pense qu'il existe de la glace d'eau, une ressource qui pourrait être critique pour une présence humaine soutenue. C'est aussi bien plus accidenté et dangereux que les régions équatoriales où les astronautes d'Apollo ont atterri. Les photographies d'Artemis II du terrain du pôle Sud, prises sous des angles et conditions d'éclairage que les caméras orbitales ne capturent pas toujours, aideront les planificateurs à évaluer des sites d'atterrissage potentiels avec un niveau de contexte que les seules données ne peuvent pas fournir. Au nord-ouest d'Oriental, l'équipage a observé le bassin Hertzsprung, un cratère de près de 400 km de large sur la face cachée. Hertzsprung est plus vieux qu'Oriental, et on peut voir cet âge dans sa structure. Là où les anneaux d'Oriental sont nets et géométriquement propres, ceux d'Hertzsprung ont été battus et érodés par des milliards d'années d'impact subséquents. Son double anneau de montagne est encore visible mais dégradé, adouci, percé à certains endroits par des cratères plus récents qui se sont posés sur l'ancienne blessure. En comparant les deux bassins côte à côte, en observant l'un jeune et bien préservé et l'autre ancien et battu, les scientifiques peuvent commencer à reconstruire comment les caractéristiques lunaires évoluent sur des échelles de temps géologiques. Les photographies de l'équipage des anneaux concentriques d'Hertzsprung, capturées sous un éclairage à faible angle qui met en valeur la topographie usée, comptent parmi les premières observations humaines directes de cette structure. Sur la face visible avant que le vaisseau spatial ne bascule vers la face cachée, l'équipage a également observé le cratère Glushko, un site d'impact lumineux de 27 km de large connu pour les traînées blanches qui rayonnent vers l'extérieur depuis celui-ci sur jusqu'à 500 km à travers la surface sombre des mers. Ces rayons sont des éjectats, du matériau projeté vers l'extérieur pendant l'impact et déposé en longues traînées qui n'ont pas encore été assombries par l'altération spatiale.
Leur luminosité indique aux scientifiques que le cratère est relativement jeune selon les standards lunaires, bien que jeune sur la Lune signifie encore des dizaines ou des centaines de millions d'années. Tout au long de la fenêtre d'observation, l'équipage a également cherché des escarpements de faible relief, des crêtes basses sur la surface qui sont l'expression visible de failles tectoniques. Ces failles se sont formées relativement récemment en termes géologiques, causées par le refroidissement lent de l'intérieur de la Lune et la contraction de tout le corps comme un fruit qui sèche. Les escarpements sont des sources potentielles de tremblements de Lune, et comprendre où ils se trouvent et à quel point ils pourraient être actifs est critique pour décider où construire des structures qui doivent survivre des années ou des décennies. 7 heures après l'ouverture de la fenêtre d'observation, elle s'est fermée. L'équipage a rangé ses caméras et a commencé le voyage de retour. Ils emportaient avec eux environ 10 000 photographies, des heures de description verbale enregistrées et un ensemble d'observations que les scientifiques du Centre spatial Johnson traitent encore des semaines plus tard. Le survol n'a pas impliqué d'atterrissage. Personne n'a marché sur la surface. Personne n'a collecté de roches. Personne n'a planté de drapeau. Ce que l'équipage d'Artemis II a fait, c'était quelque chose de plus silencieux et, d'une certaine manière, plus important. Ils ont regardé attentivement, systématiquement, avec des yeux entraînés et des instruments calibrés. Ils ont regardé la Lune comme un géologue regarde un affleurement, pas pour l'image d'ensemble, mais pour les détails qui ne collent pas, les couleurs qui changent là où elles ne devraient pas, les ombres qui révèlent ce que les images plates cachent, les éclairs de lumière qui vous disent que la surface est sous un assaut constant d'objets que vous ne voyez pas avant qu'ils ne frappent. Pendant 53 ans, nous avons étudié la Lune à travers des écrans. Nous l'avons analysée à travers des algorithmes. Nous l'avons cartographiée avec des lasers, des radars et des spectroscopes. Et nous avons construit un modèle d'un monde calme, prévisible et parfaitement compris. L'équipage d'Artemis II a passé 7 heures à prouver que ce modèle est incomplet. Les couleurs sont fausses, ou du moins plus complexes que ne le suggéraient nos instruments. La topographie est plus dramatique que ne le transmettent les photographies. La surface est remodelée par des impacts plus fréquemment que prévu. Et l'une des caractéristiques les plus visibles de la face visible, un tourbillon lumineux que vous pouvez voir depuis votre jardin avec une lunette décente, reste un véritable mystère que personne ne peut expliquer. La Lune est la chose la plus proche de nous dans l'espace. Elle est à 240 000 milles de distance. Nous la fixons depuis avant d'être humains. Et après tout ce temps, après toutes ces missions et toutes ces données, 4 personnes y sont allées avec des caméras et leurs propres yeux. Et la première chose qu'ils ont remarqué, c'est tout ce que nous avions manqué. Les photographies sont encore en cours de traitement. 10 000 images, dont la plupart n'ont pas encore été publiées. Les descriptions verbales que l'équipage a transmises par radio pendant le survol sont en cours de transcription et de recoupement avec les ensembles de données orbitaux. Les observations d'éclairs d'impact sont comparées aux données du Lunar Reconnaissance Orbiter et aux enregistrements de sciences citoyennes de télescopes de jardin à travers le monde. Cela prendra des mois, peut-être des années pour analyser pleinement ce que 7 heures d'observation humaine ont produit. Et quand Artemis III fera atterrir des astronautes sur la surface, ces équipages emporteront avec eux chaque leçon, chaque point de données et chaque découverte inattendue que l'équipage d'Artemis II a ramené de leur survol. Pas comme souvenir, mais comme information de survie. Nous pensions connaître la Lune. Nous avions les données pour le prouver. Il s'avère que les données n'étaient qu'un brouillon. Merci d'avoir regardé, et je vous verrai dans la prochaine.